L'immigration, parlons-en. Aux États-Unis, le phénomène migratoire suscite de vifs débats, particulièrement au sein des diasporas africaines, souvent en quête de meilleures opportunités, de sécurité et d'une vie digne. De nombreux Africains choisissent de s'établir sur le sol américain. Cette diaspora riche de diversité et de talents contribue non seulement à l'économie locale, mais également à la promotion des échanges interculturels. Cependant, la réalité vécue par ces immigrants est souvent marquée par des défis significatifs, tels que l'intégration sociale, les préjugés et l'accès limité aux ressources. Leur lutte pour faire entendre leur voix et s'intégrer dans un environnement parfois hostile souligne la nécessité d'une sensibilisation accrue et d'initiatives d'accompagnement. Pour aborder cette thématique cruciale, nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau de Théo Media Talk, votre chaîne YouTube, un expert en la matière. Il est directeur de l'African Advocacy Network, basé ici à San Francisco. Sa perspective éclairante nous permettra de mieux comprendre les dynamiques de l'immigration africaine aux États-Unis. Mesdames et messieurs, tout en vous priant de liker et de partager massivement l'émission, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir, M. Traoré Abdou. Bonsoir, le frère Koukouignon. Comment vas-tu? Ça va. Merci. Alors, M. Traoré Abdou, vous êtes responsable, j'allais dire directeur d'une institution qui s'occupe de l'immigration ici dans la diaspora. Alors, pouvez-vous nous expliquer le rôle principal de l'African Advocacy Network dans le processus de l'immigration? Ok, alors je voudrais te remercier d'abord, le frère Koukouignon de m'avoir invité. Et certainement d'apprécier le travail que nous faisons à African Advocacy Network. D'abord, deux choses. La première chose, c'est qu'il m'appelle Adoubou, pas Abdou. Adoubou. Okay. Et j'essaie, enfin, les gens, tu essaies de corriger ça. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est que je suis pas avocat. C'est vrai, je suis le fondateur et directeur de l'organisation. Mais donc, nous avons des avocats dans le staff. Et donc, dans l'exercice de ma fonction, j'ai dû apprendre un certain nombre de choses en matière d'immigration, étant moi-même un immigrant. Et ceci étant dit, cela ne fait pas de moi un avocat. Par conséquent, tout ce que je dirai n'aura de valeur que par rapport à mon expérience personnelle. Maintenant, pour ceux qui veulent des informations beaucoup plus techniques, beaucoup plus spécifiques, dont je leur conseille toujours de voir un avocat ou bien alors quelqu'un, ce qu'on appelle dans nos jargons, accrédité de représentative. Donc, ou c'est un avocat ou bien alors c'est quelqu'un qui est accrédité par le département de la justice. Et donc pour fournir les services, et donc ils sont connus comme tels, ils sont dans les listings du département de la justice. Et maintenant, autre chose qui va être l'accréditation du personnel, c'est qu'on appelle la recognition, donc la reconnaissance. Alors, ceci est accordé aux organisations qui remplissent un certain nombre de conditions et donc qui ont, la reconnaissance du département de la justice, et ce qui leur permet, à titre officiel, de fournir les services de vote d'immigration. Voilà, donc ça c'était pour le début. Alors, disons que African Advocacy Network a été créé il y a 15 ans, précisément le 15 juin 2009. Et donc j'avais eu l'idée parce que je constatais qu'il y avait un vide, n'est-ce pas, en regardant les autres communautés. Bon, moi quand je suis arrivé, j'allais à l'école, je suis allé à San Francisco State, donc j'habitais à San Francisco. Et donc, du coup, je voyais beaucoup, n'est-ce pas, les communautés immigrantes en mouvement. Et ça m'intriguait toujours que je ne voyais pas les Africains. Et puis, bon, ensuite, j'avais fait du volontariat. J'ai fait beaucoup d'interprétations, notamment interprétation au bureau d'asile, pour les services sociaux. Et puis, bon, les choses évoluant, donc j'ai dû prendre sur moi l'idée de créer cette organisation. Donc, qui se dédie essentiellement aux immigrants africains et afro-caribéens. Ensuite,
low income, donc des gens qui ont un pouvoir d'achat limité, et ensuite, et qui ont aussi des difficultés avec l'anglais. Voilà. Donc, c'est en gros la population que nous visons. Et ceci étant dit, nous servons aussi des gens qui viennent d'autres parties du monde, des clients du Pakistan ou Ouzbékistan. Tu peux même pas t'imaginer d'où les gens viennent. Et on est tous surpris les gens, mais pourquoi est-ce que vous venez chez nous? Non, dites bien qu'on est là pour les Africains. Oh non, on a entendu parler de vous. Et donc, voilà. Alors, en matière de services, nous faisons surtout les services légaux d'immigration. Bon, on avait commencé, on était 2. Et donc, Dieu aidant, aujourd'hui nous sommes au nombre de 14, avec 12 qui travaillent full-time. Et puis, donc, parmi ces 12-là, on a 3 avocats, n'est-ce pas, qui sont dans le staff. Ensuite, on a un legal clerk. Ensuite, le reste du personnel, à part 2 ou 3, est accrédité par le personnel, par le département de la justice. Donc, en matière d'immigration, nous faisons un peu de tout. Et depuis les nouveaux arrivants qui veulent des informations sur qu'est-ce qui va se passer par rapport à la situation, jusqu'à la naturalisation, le regroupement familial, extension de visa, carte verte, ainsi de suite. Voilà. Donc, et on a couplé donc ce travail de services légaux avec une composante éducation. À vous écouter, on constate que vous jouez aussi un rôle éducatif. Et dans ce cas, quelles sont les actions concrètes que vous menez justement sur le terrain, M. Traoré? Pour moi, l'éducation est vraiment fondamentale. Absolument. Voilà. L'éducation et l'information sont vraiment fondamentales. Parce que celui qui n'a pas la bonne information, il a tendance à se perdre. Bien sûr. Voilà. Et l'information peut faire peur, et ce qui fait que les gens peuvent l'éviter. Mais je crois que mieux on est informé, mieux on sait, voilà, quelles sont les dispositions à prendre pour pouvoir évoluer dans le système d'immigration. Alors, si tu permets, je vais en même temps me permettre de faire une précision. Le système d'immigration aux États-Unis est essentiellement basé sur la famille, ce qu'ils appellent family based. Contrairement au système canadien, qui est lui basé sur le mérite. Voilà, tu vas aller au Canada, voilà, ils ont toute une grille, ils vont calculer les points, et puis voilà, tu as le nombre de points, voilà, tu es qualifié pour ça. Alors que l'immigration américaine est surtout basée sur la famille. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un qui vient, qui est entré, bon, là, qui a un statut, et donc, voilà. Et les dispositions permettent à quelqu'un, par exemple, qui est un citoyen, de faire venir sa femme ou sa fiancée, son père et sa mère, ses enfants, et toute la famille, quoi. Voilà, et ses frères et sœurs. Ouais. Voilà, ça c'est limite à ça. Donc il n'y a pas de disposition pour les cousins, il n'y a pas de disposition pour les oncles, les tantes, et tout ça. Non, voilà, la famille telle qu'on la conçoit sur le plan purement western. Voilà. Nucléaire. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez un statut, vous pouvez faire venir tous ces gens-là. Maintenant, à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui arrivent, comme tu dois le savoir, soit ils arrivent avec un visa visiteur et ils finissent par rester au-delà, n'est-ce pas, de la date d'expiration de leur visa. Il y a aussi ceux qui viennent, par exemple, disons, pour aller à l'école, donc avec un visa F1, avec toutes les conditions que cela suppose. Et donc, en général, les études sont tellement chères que les gens finissent par sortir du système éducatif. Mais en général, 90 jours après la sortie, si vous n'avez pas d'éducation, voilà, vous êtes hors statut. Voilà. Et puis ensuite, maintenant, donc, la dernière vague, c'est tous ces milliers de migrants qu'on voit traverser, n'est-ce pas, la frontière USA-Mexique. Voilà. Et donc, nous faisons de l'éducation. Et en matière d'éducation, il y a quand même pas mal de choses qui semblent tellement évidentes à d'autres personnes, mais qui pour nous, surtout pour moi qui ai grandi en Afrique, ne sont pas du tout évidentes. Par exemple, quand on va leur parler on va dans les ateliers, know your rights. Voilà, il faut connaître ses droits. Il y a une constitution qui s'applique à tout le monde, n'est-ce pas, sans distinction aucune. Et donc, quand moi je vais, par exemple, on me dit, oh ouais, il faut expliquer aux gens de la communauté que quand un policier te parle, tu as le droit de dire non, voilà, je vais garder le silence. Moi, ça m'a mis sur pareil, j'imagine, tu es en train de dire à un policier en Côte d'Ivoire qui me demande, oh, qui tu es, ou bien qu'est-ce que tu fais? Oh non, tu sais quoi, je vais pas te parler. Bon, tu t'imagines un peu la réaction qu'il va avoir, parce que c'est un peu comme une offense à l'autorité, n'est-ce pas, qui représente tout ça. Bon, alors que ici, maintenant, il faut amener les gens à comprendre que c'est des choses qui existent et qui sont faussement à leur avantage. Voilà, on gagne, tu n'en as pas parlé, plutôt qu'à parler. Et donc, qu'il faut non seulement les apprendre, mais ensuite, comme on dit en anglais, tu vois, internaliser
et puis maintenant les exercer effectivement. Voilà, parce qu'on peut t'en parler, tu peux le savoir, mais si dès que tu vois un flic, là tu commences à trembler, et puis bon, il te pose des questions, tu commences à répondre, tu commences à dire des choses qui vont te condamner à la fin. Alors donc, la composante éducation et information est extrêmement importante, parce que je dis toujours, en général, nous les Africains, à part quelques pays, nous sommes d'une tradition orale. Par conséquent, nous parlons et nous écoutons. Ouais. Mais la lecture, c'est pas ça tellement notre truc. C'est pas comme ça que nous partons les informations. Et nous connaissons tous l'expérience qui veut que dans un groupe donné, quand les gens sont assis, tu chuchotes quelque chose à l'oreille du premier. Le temps que ça arrive au dernier, tu te rends compte que ce qu'on a dit au départ est totalement différent de ce qui est dit à la fin. Voilà. Donc, et c'est en cela que je dis toujours aux gens que l'immigration, c'est pas du folklore, tu vois, c'est pas du jeu. Parce que quand tu viens, voilà quoi, tu viens ici pour t'installer, voilà, donc tu vas être dans les normes, tu vas pas vivre dans la peur, etc., etc. Donc c'est pas les questions de on dit, voilà, parce que on dit, ça ne marche pas. Et ensuite, pour les services d'immigration, je ne savais pas n'est pas une excuse. Voilà, je ne savais pas pour eux, ce n'est pas une excuse. Tu es supposé savoir. Voilà. Alors, ce qui fait que la composante d'éducation et information, n'est-ce pas, est extrêmement importante. Il faut que les gens s'informent à la source. Bon, le jargon juridique peut être quelquefois compliqué, même en français, on a des difficultés à le comprendre. Donc, c'est pour ça que nous faisons un point d'honneur à dire, il faut expliquer des informations aux gens, il faut leur donner des informations dans la langue qu'ils comprennent le mieux. Okay. Voilà. Et avec notre manière de parler, voilà. Et vraiment expliquer. Et expliquer une seule fois, c'est pas suffisant. C'est pour ça que quand je parle aux fondations, ils me disent, oh, voilà, bah, vous devez aller une ou deux fois rencontrer les comités. Je dis non. Une ou deux fois, ça peut pas suffire. Voilà. Vous parlez à quelqu'un qui a tout un background, qui a été élevé dans un certain contexte, donc qui a eu une certaine approche des choses, et on lui demande de faire carrément un shift, tu vois, un changement total, et vous pensez que un à deux ateliers dans l'année vont suffire pour l'amener? Non, il faut que ce soit un travail continu, voilà, et soutenu, pour qu'à la fin, les gens y comprennent, et que eux-mêmes, maintenant, ils deviennent aussi des agents, et qui informent. Exactement. Bon, sur ce point précis, je pense que tout à l'heure, vous avez parlé des différentes catégories de visas pour ceux qui arrivent. Oui. Bon, nous allons les prendre au cas par cas. Oui. Pour celui qui arrive avec un visa touriste, alors à quoi faut-il s'en tenir? Bon, alors la première chose, c'est que en général, ce qui crée la confusion, c'est qu'il y a des gens qui ont des visas de 1 an, 5 ans, 10 ans. Voilà. Mais quelle que soit la durée, même si c'est 20 ans, quelle que soit la durée du visa qu'on t'accorde, le temps qui est autorisé pour que tu restes sur le sol américain, c'est 6 mois, pour ne pas dire 5 mois, 29 jours. Pour un visa touriste. Voilà, pour un visa touriste. Okay. Voilà. À partir du moment où tu as bouclé 6 mois et que tu as fait un jour de plus, automatiquement, tu es hors statut. Okay. Voilà. C'est-à-dire que le visa touriste que tu avais, tu le paies. Okay. Même si c'était un visa de 10 ans. Voilà, automatiquement. Alors, quelqu'un qui se retrouve dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Bon, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent comme ça, ben, écoute, la première chose, c'est l'information. Okay. Voilà. La première chose, c'est l'information. Je sais que tu m'as référé beaucoup d'exemples, tu préfères toi ne pas te mêler de ça, tu dis non, allez-y, on va travailler. La première chose, c'est l'information. Et quand il dit information, ce n'est pas de parler aux gens de la communauté. Voilà. Je crois que la bonne question, c'est où est-ce que je peux aller pour avoir la bonne information? Voilà, je suis arrivé, tout est nouveau, ainsi de suite. Parce que je me dis, si tout le monde avait l'information, pourquoi est-ce que des gens prenaient des loans pour devenir avocat et payer ça sur des années de leur vie? Voilà, c'est que c'est un domaine disons en lui-même, un domaine donné d'expertise. Et donc, je crois que la première question que les gens devraient poser, est-ce qu'il y a un cours où je peux aller? Voilà, c'est pas par manque de respect pour celui qui est arrivé avant toi, tu vois, non? Mais je crois que c'est dans la quête, tu vois, de l'information vraie et donc fiable. Et je crois que une des premières questions qu'on devrait poser, c'est où est-ce que je peux aller pour avoir l'information qu'il faut. Et c'est que tu fais très bien cela, parce que je vois souvent les gens, tu dis, au coup, il y a de venir, voilà, parce que tu préfères ne pas te mêler de ça. Mais ce serait bien si tout le monde, tu vois, ça savait ça. Okay. Voilà. Alors, donc, à partir du moment où il a eu l'information, on va lui expliquer. Bien sûr. Voilà. Et pour nous, et je crois que quand on leur parle, une des premières questions, en fait, entre autres questions, une des questions qu'on leur pose, c'est, est-ce que tu as peur de retourner dans ton pays d'origine? Voilà. Et les raisons peuvent être diverses. OK? Voilà. Bon, et ça peut être politique. Bien sûr. Ça peut être, par exemple, aujourd'hui, on parle encore de Woubi. Tu vois, qu'on le veuille ou pas, tu vois, ça crée une situation où il y a des gens qui sont en danger. Bien sûr. Voilà. Et si ces gens-là, ils arrivent ici, bon, ils ont tout le droit de dire, écoutez, voilà, j'ai peur de retourner à Paris, les gens ne nous aiment pas, voilà, bon, on nous méprise, etc., etc. Bon. Et puis, donc, il y a ça. Et puis maintenant, il y a ceux qui appartiennent
à certains groupes religieux. Ok, par exemple, pour le cas de l'Érythrée n'accepte pas les témoins de Jéhovah, par exemple. Oh. Voilà. Et donc, quelqu'un qui est un Érythréen, qui est témoin de Jéhovah, qui vient ici, il n'est pas obligé de retourner en Érythrée. Et donc, il peut demander l'asile. Et bon, il y a aussi l'opinion politique, évidemment. Mais parce que 9 fois sur 10, quand vous entendez parler, les gens ils disent l'asile politique. Or, l'asile n'est pas que politique. L'asile en lui-même, n'est-ce pas, c'est une protection, n'est-ce pas, qu'on demande au gouvernement américain dans le cas d'espèce. Et il dit, voilà, bon, je ne vais pas retourner. Alors, ce qui fait que quand quelqu'un arrive, on va lui poser un certain nombre de questions. Et puis, entre autres questions, voilà, une question majeure, c'est est-ce que tu as peur de retourner chez toi? Voilà, s'il dit oui, alors là, on commence à regarder si il n'est pas qualifié pour l'asile. Okay. Voilà. Et maintenant, s'il dit non, bon, évidemment, on dit, bon, écoute, voilà, l'asile, bon, il faut laisser. Maintenant, alors, il y a d'autres choses qui arrivent, et je dis toujours aux gens, je suis croyant, je dis toujours aux gens, c'est Dieu qui destine chacun d'entre nous à vivre là où il se trouve au quotidien. Exactement. Voilà. Et en même temps aussi, Dieu n'a jamais dit qu'il y a un seul coin sur la terre là où tu dois forcément te marier. Voilà. Partout où il t'a, n'est-ce pas, il t'a donné l'inspiration et que tu as rencontré l'âme sœur et que dans la crainte de Dieu, vous vous mettez ensemble. Alors ça, c'est les choses que je soutiens totalement. Exactement. Nous voyons tous ici des familles, les enfants ont grandi, bon, ça va et tout ça. Donc, ça dit que c'est, en fait, c'est des choses qui sont réelles. Mais, par contre, ce que je condamne personnellement, et ça n'engage que moi, c'est d'aller voir quelqu'un pour dire, oh, tiens, voilà, je vais te payer de l'argent. Voilà. Et puis, bon, on va en faire un truc. Parce que, on a tendance à penser que l'immigration est bête. Alors que si on s'assoit, on se pose la question, quel cas possible peut avoir existé que l'immigration n'a pas encore vu? Ah oui, ça c'est vrai. Tu vois? Et ça, c'est pratiquement impossible. Voilà. C'est vrai que chaque cas est spécifique en lui-même, mais en général, la lue des cas, bon, c'est des choses que vous avez entendues. Oh, tiens, voilà. Ou bien alors, la jeune femme qui vient d'Afrique qui dit, bon, écoutez, voilà. Bon, et moi, j'ai été excisé. Voilà. L'excision, voilà. Ça aussi, ça, c'est aussi une autre base pour la demande d'asile. Okay. Voilà. C'est la torture, en fait. Bien sûr. Et nous savons tous que, en général, les cultures où l'excision se fait, le mariage forcé existe aussi. Exactement. En général. Voilà. Pareil, c'est d'ailleurs pour ça même c'est une des raisons de l'excision. Alors, donc, si vous voulez, il y a différents cas. Maintenant, je voulais dire ceci. Ce n'est pas parce que ton pays est en guerre qu'on va forcément t'accorder l'asile. Ah bon? Ouais. Parce que ce que l'officier veut savoir, c'est en quoi est-ce que, parce que pendant que le pays est en guerre, il y a des gens qui vivent tranquillement là-bas. Hein. Okay. Voilà. Mais donc, il va te demander en quoi est-ce que cela t'impacte toi directement. C'est pas Pierre-Paul ou l'autre, non. Okay. Toi. Voilà. En quoi est-ce que cela t'impacte? Donc, ils savent la situation générale parce qu'ils ont ce qu'ils appellent les country conditions, donc les conditions spécifiques à chaque pays, et ils reçoivent des rapports pratiquement tous les jours. Bon, donc, tu arrives ici aux États-Unis, pendant que ton pays est en guerre, tu peux ne pas avoir tu peux ne pas avoir l'asile. L'asile. Mais en temps aussi, il y a une disposition, bon, je prends les détails techniques, qu'ils appellent withholding of removal. C'est-à-dire, withholding of removal, tu passes, bon, d'abord le processus d'asile, si tu le fais dans la première année, tu vas passer par le bureau d'asile, n'est-ce pas? Et donc, l'officier, il va t'écouter. Bon, si tu veux, après, on pourra parler peut-être du processus d'asile. Et puis, il va te dire, bon, non, tu vas recevoir une réponse dans 2 semaines. Ça, c'est avant Trump. Maintenant, les gens peuvent attendre des années avant d'avoir la réponse. Voilà. Et puis, bon, et tu viens 2 semaines plus tard, et tu dis, bon, écoute, j'ai pas fait de décision sur ton cas, donc je le fais devant un juge. OK? Bon. Et puis, le juge, maintenant, lui, il t'écoute. Et ça aussi, ça, c'est un autre truc qu'il faut savoir. Quand tu vas devant le juge, tu peux pas t'arrêter devant un juge pour dire, voilà, moi, je vais parler de ma situation, parce que je connais mon problème et tout ça. Les gens qui se prennent quoi, le juge, là, dit toujours, écoute, tu seras face à l'avocat de l'État. Donc, tu seras face à un expert. Et toi, tu ne connais pas. Donc, tu peux pas te défendre, il va te broyer. Donc, le juge va te dire, écoute, va te chercher un avocat. Pourquoi? Parce que l'avocat de l'État, il est là pour dire au juge, il ment. Il n'a rien pour rester ici. Il ment. Il veut seulement rester ici, voilà, pour certaines raisons. Et donc, maintenant, c'est pour ça qu'il est fondamental d'avoir un avocat, et souvent un bon avocat. Ou bien alors un avocat qui a l'expérience, qui s'y connaît, et puis bon, voilà, quoi, qui va te défendre et qui a fait un cas pour toi. Bon, quelquefois, les avocats de l'État peuvent être des gens très méchants. Voilà, et donc, qui te lâchent pas du tout. Et puis bon, il y a certains qui sont, évidemment, un peu plus souples. Voilà. Et donc, si tu veux, alors maintenant, le withholding or removal, c'est lorsque le juge dit, bon, écoute, je vois ta situation,
mais tu ne vas pas donner suffisamment de preuves. Ok? Je comprends que tu pars tout là-bas. Donc, je vais te permettre de ne pas tout là-bas. Tu restes ici, qui est légal, en fait, jusqu'à une certaine mesure. On va te donner un permis de travail chaque année, tu ne payes pas. Ok? Mais tu ne seras jamais résident. Tu ne seras jamais citoyen. À moins qu'il y ait une autre condition qui te permette de changer de ce statut-là. Mais comment se fait-il qu'il n'est pas résident, il n'est pas citoyen, et on lui permet quand même de rester? On lui permet de rester, il a un numéro de sécurité sociale, il a un permis de travail. Ok, il vit normalement tant qu'il n'a pas fait de bêtises, il peut vivre toute sa vie. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à sa mort, voilà, si jamais il trouve pas autre chose. Mais par exemple, quelqu'un qui a withholding or removal et qui se marie. Tout à l'heure, on en parlait. Voilà. Okay. Dieu l'a béni, il tombe sur l'âme sœur, voilà, il se marie. Bon, évidemment, là, il y aura une démarche qui va lui permettre de quitter la situation de withholding or removal et maintenant, entrer dans une procédure qui va lui permettre de vraiment, dans le cadre du mariage, d'avoir la carte verte et puis ensuite la citoyenneté. Ou tout comme quelqu'un qui, je sais pas moi, qui est sous withholding or removal, et puis, enfin, je donne un exemple tout bête. Il est à l'arrêt du bus, il attend son bus, et puis quelqu'un vient avec un couteau, il lui pointe un couteau là, il dit, bon, donne-moi ton téléphone, donne-moi ton portefeuille. Bon, alors, il prend ça, il s'en va. Et maintenant, toi, tu appelles la police. Et la police constate. OK? Et si la police constate, alors, ils peuvent faire un rapport de police. Donc, sur la base de leur procès verbal, c'est ce qu'ils appellent une certification. Donc, ils vont certifier qu'effectivement, tu as été victime de violence. Et là aussi, il y a un visa, n'est-ce pas, qui est là, qu'on appelle le U-Visa, et donc, qui peut te permettre éventuellement, bon, voilà, de changer de statut, de quitter la condition de withholding or removal, et maintenant entrer dans une procédure, voilà, quoi, qui va permettre d'avoir la carte verte, et puis ensuite la citoyenneté. Ouais. Par conséquent, l'immigration, c'est quelque chose qui bouge. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours parler à des gens qui s'y connaissent. Tu vois, voilà, c'est quelque chose qui bouge. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, allez toujours à l'information. Allez toujours à la bonne source. Voilà, parce que tu n'es pas expert pour savoir ce qui peut t'arranger. Pardon. Tu n'es pas expert pour savoir ce qui peut t'arranger. Donc, si tu parles à des gens qui s'y connaissent, voilà, peut-être il y a des choses auxquelles tu ne penses pas. Maintenant, dans le cas de celui qui, ça c'était pour l'asile politique. Maintenant, celui qui est... L'asile tout court, pas forcément politique. Okay, voilà. Okay. Parce qu'il y a plusieurs choses. Ouais. Okay. Donc, ça c'était ce cas. Alors, celui qui vient maintenant en tant que touriste et puis après 6 mois, son visa expire et il est encore là. Ouais. Et quelle disposition doit-il prendre? Ben voilà, c'est toujours la même chose. Et voilà, il s'est à lui d'aller voir les gens, d'aller à une organisation ou bien d'aller voir un avocat d'immigration. Il dit bon écoute, voilà, je suis venu avec un visa touriste et puis bon voilà, je suis resté, ça fait plus de 6 mois. Et il peut me dire à l'avocat, écoutez, personnellement, j'ai pas envie de retourner. Mais au passage, la situation économique de ton pays n'est pas une base pour demander l'asile. Oh, okay. Voilà. Parce que j'ai vu beaucoup de gens, bon, je vais pas citer un pays particulier, mais c'est même pas un pays africain, quand bien que ce soit des Noirs, il vient, il me dit, oh, tu sais, il n'y a pas de boulot chez moi. Voilà, quoi, il n'y a rien et tout ça. Bon, je lui dis non. Écoute, voilà, mais tu peux pas demander l'asile. Yeah. Parce que, imagine-toi, tous les pauvres du monde entier, s'ils devaient se pointer aux États-Unis, c'est des milliards de personnes qu'on allait voir arriver. Alors, donc du coup, celui qui vient avec un visa touriste et dont le visa a expiré et qui est encore là, voilà quoi, il lui revient à lui, donc d'aller vers les services, enfin, d'aller vers des organisations accréditées ou bien alors des cabinets d'avocats d'immigration. Et puis voilà, dire, bon écoutez, voici ma situation. Et puis bon, ils vont discuter avec lui. Je ne dis pas que les avocats d'immigration ne disent pas la vérité. Mais African Advocacy Network, comme tu le sais, nous sommes une non-profit. Donc, on ne le fait pas pour l'argent. Par conséquent, on ne gagne rien à mentir aux gens. Voilà. Bon, quelquefois, les gens n'aiment pas ça toujours, mais on a tendance à être franc avec eux et à leur dire, bon, écoutez, voilà, bon, dans la situation actuelle, il n'y a pas grand-chose pour toi. Bon, et enfin, en général, je leur demande toujours, quoi. Mais est-ce que tu as une petite amie, quelqu'un que tu vois? Il peut me dire, oui, j'ai dit, mais tu l'aimes bien, enfin, ça va, c'est quelqu'un qui se soutient. Ouais, me soutient, elle veut que j'aille à l'école, elle veut que, bon, écoute, tu vois quoi, faut pas la lâcher. Faut pas la lâcher. Voilà, tu sais quoi. Essaie de construire une vie avec elle. En même temps, je leur dis toujours, si toi, quelqu'un venait compter fleurette à ta petite sœur, pour la blaguer, abuser d'elle d'une certaine manière, avoir des papiers,
Et puis le jour où les papiers, il fout le camp. Est-ce que tu serais content? Ah non, non, non. Ok, très bien. Donc, parce que pour un croyant, tout se paye devant Dieu. Bien sûr. Voilà, tout se paye. Donc, voilà. Et il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Donc, il y a, si tu veux, toutes ces possibilités-là. Et en principe, on peut pas te dire, tu vois quoi, une liste exhaustive comme ça, parce que à chaque cas, tu vois, non, enfin, il y a une attitude, voilà, il y a une approche particulière. Mais les grandes voies, c'est ça, voilà, celui dont le visa est expiré, voilà, il va partir, on va lui poser la même question. Est-ce que tu as peur de retourner? Voilà, bon, qu'est-ce qui a fait que tu es resté plus longtemps? Voilà, il va te dire, ouais, j'ai peur de retourner. Donc, on lui demande, bon, voilà, quoi. Et puis, bon, si on voit qu'il dit quelque chose de solide, donc, on laisse entamer sa demande d'asile. Bon, maintenant, c'est celui qui n'a rien de tout ça, et qui ne veut pas partir non plus. Voilà, il est obligé de vivre pratiquement dans la clandestinité. Voilà, c'est-à-dire que, bon, l'Amérique, c'est un État policier, mais c'est pas comme la France, tu vois, où on peut t'arrêter dans la rue pour te demander, oh, papier, ils te disent même pas bonjour, ils te voient papier. Bon, voilà, en Amérique, ça se fait pas. Peut-être, j'ai vu un monsieur qui est venu un jour, il est de l'Afrique de l'Est, je crois Tanzanie ou bien un truc comme ça, il est venu un jour me voir au bureau, il me dit, ça fait 24 ans qu'il est ici. Et quand il est arrivé, les gens ont estimé que, au coup comme ça, le voyage, il parle anglais et tout ça, les gens ont supposé qu'il était américain. Donc, pendant plus de 20 ans, il travaille à Macy's. Mais les gens ne contrôlaient pas. Tu vois. Et à un moment, il a commencé à avoir peur. Tu vois, il a dit, mais le jour où les gens vont contrôler, je suis foutu. Non, il est venu nous voir. Je lui ai dit, mais il m'a expliqué, j'ai dit, bon, écoute, pour le moment, comme ils t'ont rien dit, bon, c'est à toi d'être réglo, quoi. Tu vois, non? Voilà, sois réglo, fais ce que tu veux. Mais, à ta place, bon, tu as atteint un certain âge, je suppose que tu as aussi besoin d'une compagne. Tu vois, à ta place, bon, je me mettrai à chercher quelqu'un, tu vois, quoi. Bon, parmi les gens que je connais. J'ai dit, tu t'es sorti avec des femmes? Il dit, oui. J'ai dit, bon, écoute, voilà, je suis sûr que parmi toutes ces femmes-là, il y a une qui a particulièrement retenu ton attention. Voilà, et surtout, ne va pas dire à la personne, ah, tiens, voilà, je vais avoir mes papiers. Bon, pas que tu lui caches ça, c'est toujours bon de le dire à un certain moment, mais tu vois quelqu'un une fois, deux fois, tu dis, oh, moi, j'ai pas mes papiers. Bon, automatiquement, la personne se méfie, là. Ouais. Oh, ce gars-là, il vient. Mais si jamais tu es un homme correct, tu joues ton rôle, n'est-ce pas, comme il faut, et puis à un certain point, bon, vous pensez que, écoutez, voilà, il faut qu'on fasse le pas. Maintenant, tu peux lui dire, là, tu peux dire, oh, au fond, c'était pas pour ça. Bien sûr. Mais aussi, bon, je pense qu'il faut que tu le saches, parce qu'il va falloir qu'on entreprenne un certain nombre de démarches. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Tous ceux qui arrivent comme ça, ici aux États-Unis, comme ça pour la première fois, quels sont les défis les plus courants que ces personnes rencontrent et quelles sont les dispositions vous avez parlé de toutes les différentes dispositions tout à l'heure, mais quels sont les défis auxquels ces personnes sont confrontées? Bon, moi, je crois d'abord que le premier défi, hein, c'est d'abord la langue. Voilà. Voilà, ça, c'est vraiment la toute première chose. Bon, et je voulais même profiter pour dire que ton visa importe peu, ta situation légale importe peu. Tu peux toujours apprendre. Voilà. Et c'est ça qui est bien aux États-Unis. Voilà. Tu peux toujours apprendre. Donc, travaille sur la langue. Parce que ça même. Donc, comment s'oriente-t-il pour la langue? Bon, par exemple, s'il vient chez nous, bon, moi, je le dis toujours, hein, bon, puis je suis aussi enseignant. Là, je leur dis, écoute, va à City College, tu vois. Parce qu'ils ont deux types de classes. Il y a les non-credit, bon, où on ne regarde même pas ton stage. Voilà. Maintenant, quand tu veux prendre une classe avec credit, bon, ça, c'est encore autre chose. Quand bien même, bon, à un certain niveau, il y a toujours une manière de travailler autour de ça. Bien sûr. Donc, voilà. Et tu vas à un City College, tu dis, OK, je vais prendre une classe non-credit. Non seulement c'est gratuit, mais en plus, ils n'ont rien à voir avec ton statut d'immigrant. Voilà. Et donc, je conseille toujours aux gens, je dis, ben, écoutez, va apprendre la langue. Ouais. OK? Va apprendre la langue. Et puis aussi, bon, c'est un nouveau milieu. Bon, ça n'engage que moi, hein. Et sors un peu de ton milieu, tu vois. Va découvrir l'Amérique. Par exemple, j'ai dit tous les gens, quand tu vas prendre tes classes de DSL, tu vas te rendre compte d'abord, que tu n'es pas seul. Tu vas rencontrer beaucoup de gens de différents pays et vous partagez vos expériences, tu vois. Donc, vous vous soutenez. Et comme aussi c'est les gens qui parlent pas français en général, tu vois, toi aussi ça te met dans une condition où tu améliores ton anglais assez rapidement par rapport à quelqu'un qui est dans la communauté où on ne sait pas toujours français. Tu vois. Alors, donc, ça c'est la première chose. Vraiment, cherche toujours à savoir comment est-ce que je peux parler la langue. Parce que ça va te servir pour ton intégration, ça va te servir pour le boulot, n'est-ce pas? Et puis toi-même, bon, ça, en tant que personne, bon, au point de vue connaissance, ça va t'élever encore à un autre niveau. Maintenant, alors, si tu as l'information pour aller apprendre l'anglais, maintenant, une autre chose que moi je vois comme étant une difficulté, c'est que ils ont leur système. Voilà. On connaît notamment le cas des médecins.
voilà, qui arrive ici, tu peux même pas être infirmier. Ok? Bon, à moins que tu aies été formé. Voilà. Et je pense qu'ici, en dehors de la langue, tu vois, la formation est vraiment essentielle. Tous ces Mexicains, Latinos qu'on voit qui travaillent là, il y a beaucoup. Nous tous, on sait que tu appelles le plombier. quand il te donne la facture, bon, toi, tu sais ce que c'est. Bien sûr. Bon, ou bien tu appelles le gars qui va venir installer, enfin, le plancher là. Bon, l'autre fois, j'ai appelé un, il est venu, j'ai dit, bon, écoute, à l'époque, on avait la moquette, j'ai dit, enlève la moquette. Il me dit, oh, voilà. Moi, je vais te faire 175 $ de l'heure. J'ai dit, hein? Il dit, ouais. Et je connaissais un de mes amis qui est du Salvador, qui est lui aussi entrepreneur, je l'ai appelé. Il m'a dit, Edwin, écoute, viens m'aider là. Il m'a dit, t'as de payer combien? Il dit 175 $ de l'heure. Il dit, oh, si t'es à ta place, j'ai dit, je ne même pas. Bah, si moi, je vais te charger, c'est 250 de l'heure, alors que je suis ton ami, hein, tu es mon ami, hein. Mais voilà, le business, c'est ça. Alors, donc, je pense que, tu vois quoi, se former dans un domaine donné, c'est toujours bien. Et puis, bon, tu sais, tu peux connaître quelque chose, mais eux, qu'est-ce qu'ils regardent? C'est la certification. Ben, tu vois, voilà, c'est la certification. Ils vont te dire, mais est-ce que tu es certifié? Tu vois, même quand bien même que tu connaisses la chose, bon, parce que si jamais il te prend, enfin, le propriétaire d'une entreprise te prend, bon, il te dit, tiens, voilà, on va travailler ensemble, il va te payer, mais, tu vois quoi, tu n'as pas, je veux dire, la même garantie totale que quelqu'un qui est certifié, parce que le jour où il te laisse tomber, bon, t'as pas de certification, bon, tu vois, tu te retrouves pratiquement au point zéro. Bon, alors, donc, ce que je dis toujours aux gens, aux États-Unis, on peut apprendre tout. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Voilà. Donc, la deuxième chose à laquelle les gens devraient s'atteler, c'est vraiment la formation. Il faut se former. Voilà. Quel que soit le boulot que tu fais, plus tu te formes, plus tu montes dedans. Je prends un exemple tout banal. D'abord, par exemple, ceux qui font la sécurité. Quand j'allais à l'école, j'étais dans la même classe qu'un Turc, Erkan. J'avais constaté que le type, tous les devoirs qu'on nous donnait, les gars, ils faisaient toujours tout. Tout, les gars, ils rataient jamais, même si on dit, voilà, lisez 10 chapitres, il lit les 10 chapitres, il vient s'asseoir, et c'est lui qui parle toujours. Alors, un jour, je lui ai demandé, mais Erkan, mais comment tu fais? Il me regarde, il dit, toi, tu es venu avec une bourse? Il dit, oui. Il dit, moi, j'ai pas de bourse. Moi, je fais la sécurité. Et je travaille seulement de nuit. Il dit, comme j'ai pas le droit de dormir, donc moi, pendant la nuit, j'ai le temps de faire tous mes devoirs. Tu vois? Et bon, je me suis dit, mais tiens, voilà, comment est-ce qu'on peut tourner, tu vois, quelque chose aussi simple que la sécurité, tu vois, en un instrument qui peut te permettre, tu vois, d'atteindre d'autres sommets et de quitter là. Mais ceci étant dit, nous savons tous que la sécurité, c'est une affaire de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis. Par conséquent, il n'y a pas que aller s'arrêter à Walgreens. Tu vois, non? Il y a ceux qui sont assis devant les écrans. Il y a ceux qui portent des armes. Maintenant, il y a ceux qui font la sécurité avec les drones. Tu vois, donc, en fait, tu as du tout dedans. Donc, souvent, je leur dis, écoute, pendant que tu fais ça, même si tu entends qu'il y a un séminaire, même si c'est online, va t'asseoir et puis écoute. Voilà. Va t'asseoir parce que, au fur et à mesure que tu fais ça, on te donne un certificat, bon, parce que tu y as assisté, tu as participé à tel ou tel séminaire. Je dis, tu vois, tu peux te faire aussi, tu vois, toute une carrière dedans, tant que c'est vraiment le domaine que tu aimes. Bien sûr. Voilà. Donc, tu peux pas t'arrêter au premier niveau, mais si c'est vraiment quelque chose qui te passionne et où tu aimerais bien faire ta vie, ben, écoute, continue dedans. Tu peux toi-même finir par créer ta propre compagnie de sécurité. Voilà, c'est certains le font ici. Vous venez de le mentionner, vous parliez tantôt du U-Visa. De quoi s'agit-il exactement? Le U-Visa, qu'est-ce que c'est, M. Traoré? Souvent, je dis aux gens qui viennent chez nous, ne trie pas l'information que tu veux nous donner. C'est pas à toi de choisir ce qui est bon ou bien ce qui n'est pas bon. Et tu vois, tu ne peux pas savoir, voilà. Et quand on te dit, voilà, on t'écoute, donc, faut pas être sélectif. Voilà, dis tout. Un autre exemple. Un monsieur, je dirais pas de quel pays il est aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Il n'a rien. Il n'a même pas une simple carte d'identité. Et puis un jour, il vient chez nous, et pendant qu'on cause, on tête dehors là, on cause, et puis il y a une voiture qui klaxonne. Et il tourne la tête, il est à la voiture, et puis je vois une trace sur sa nuque. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Mais non, quand j'étais à New York là, bon, tu vois, je suis sorti avec une femme là, et puis bon, voilà quoi. Bon, quand j'ai voulu la quitter, ses frères étaient fâchés, ils sont venus, ils m'ont tabassé. J'ai dit, mais tu es allé à la police? Il m'a dit, tu peux trouver le procès verbal de la police? Il m'a dit, résultat, il a fini par avoir ses papiers. Voilà. Mais lui, il ne savait pas. Tu vois, voilà. Parce qu'il avait été sélectif.
Et il n'avait jamais partagé ça avec nous. Oh, mais tiens, voilà, quand j'étais de l'autre côté, voilà, j'ai eu tel problème. Il n'a jamais parlé de ce problème. Non. C'est seulement quand il a vu la trace sur sa nuque, je lui ai dit, mais ça c'est quoi? Il m'a dit, oh non, les gars m'ont tabassé, tout ça. Bon, tu as un rapport de police. Oui, bon, donc il a cherché le rapport de police. Donc, et ça, c'est par exemple un exemple typique de U-Visa. Voilà. Okay. Le visa pour les victimes de violences. Donc, ça te permet d'entrer dans le système. Évidemment, ça prend le temps que ça prend. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Parce que, bon, il y a un nom limité chaque année. Tu vois, mais seulement quand tu rentres dans le système, bon, ça peut aller, quoi, jusqu'à la naturalisation. Ah là, mais c'est très bien, ça. Bien. Alors, donc, pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, donc, pour surmonter les barrières linguistiques, il faut donc aller à l'école. Il faut aller à l'école. Se former. Il faut se former. Faut pas perdre le temps. Il faut se former. Faut pas perdre le temps aussi. Ça, c'est un critère tellement important pour un enseignant comme moi. Je voudrais bondir là-dessus. Tu sais, l'école, on est tous allés à l'école, mais quand tu as quitté l'école un certain temps pour y retourner, c'est vraiment difficile. Parce que l'école elle-même n'est pas tant difficile que la discipline que l'école exige des gens. Ok? Surtout quand tu as atteint un certain âge, tu as certaines habitudes. Et puis, bon, voilà, quoi. Tu viens, on te dit, tiens, voilà, il faut que tu ailles à l'école. Bon, tu peux y aller. Et pour moi qui suis enseignant, c'est qu'en début de semestre, j'ai enseigné ISL pendant 17 ans. Et donc, en début de semestre, tu as même des listes d'attente. 3, 4 semaines après, tu vas voir que le cours est parti. Pourquoi? Parce que les gens, voilà, ils deviennent paresseux, ils veulent pas aller, voilà, ou bien alors, bon, ils disent, oh, aujourd'hui, je vais pas partir, demain, je vais partir, bon, etc., etc. Donc, je pense que, retourner à l'école, il faut pas, en fait, je dis pas que c'est facile. Mais celui qui arrive à avoir la discipline. Déjà, au niveau des ISL, en général, l'expérience a prouvé que c'est des gens qui vont jusque là où ils veulent aller. Voilà. Et j'ai connu une étudiante à Kenya, à collège à Red aussi, tous les anciens. Elle est arrivée ici, elle parlait pas anglais, elle a commencé ISL. Et quand je l'ai vue, elle avait fini son master à UC Berkeley et elle s'apprêtait à faire son PhD. Bon, alors qu'elle est arrivée du Nicaragua, elle parlait pas anglais, elle allait prendre ce cours d'ISL, elle a commencé comme ça, et puis bon, petit à petit. Par exemple, en général, quand tu te débrouilles bien, bon, les gens, ils vont te pousser. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. En tout cas, c'est vraiment important comme information, parce qu'il y en a qui arrivent, ils ne parlent pas la langue, mais ils font pas d'efforts à ce niveau-là. Ils ne bougent pas. Il faut y aller. Alors, donc, il y a une question quand même qui est très importante, et que quand j'ai dit que je recevais M. Traoré, et quelqu'un a dit, bon, pardon, il faut lui poser cette question, parce que c'est vraiment, elle est vraiment très importante. Alors, à quoi la diaspora africaine doit-elle s'attendre en matière d'immigration, donc avec la nouvelle administration à partir du mois de janvier? Bon, écoutez. Mesdames et messieurs, la suite est dans notre prochain numéro. Restez connectés.